Et là, Buchenwald, c'est un camp de concentration, mais pas un camp d'extermination comme Auschwitz. À Auschwitz, c'était organisé d'une manière qu'il fallait travailler, et quand on était fatigué, il y avait une sélection, et on partait pour Birkenau et la chambre à gaz, et le four crématoire. Et alors que Buchenwald, c'était un camp de résistants qui travaillaient. Il y a eu des morts également, mais quand nous on est arrivé d'Auschwitz et qu'on s'est retrouvé à Buchenwald, on avait l'impression d'être entré dans un 3 étoiles. La nourriture était un peu meilleure et j'ai eu la chance de travailler comme jardinier à l'intérieur du camp, ce qui fait que c'était pas un travail pénible. Et on est arrivé comme ça jusqu'au premier jour du mois d'avril, où là, un matin, les quelques baraques où étaient ceux qui venaient d'Auschwitz étaient connus, et là, ça a été entouré par les Allemands. On nous a fait sortir des baraques et on nous a amenés sur un terrain vague où on a passé une nuit. Ils ont rassemblé des Russes, prisonniers russes, qui eux étaient dans une partie en dur, qui sortaient même pas travailler, tellement les Allemands les craignaient indirectement. Et ces prisonniers russes, c'était les commandos qui sortaient travailler de Buchenwald, qui leur lançaient par-dessus les grillages, qui leur lançaient des bouts de pain comme ça. Ils ont été rassemblés avec nous sur le terrain vague. Et nous, de notre baraque, on était 3 camarades, un autre qui était jardinier avec moi, un peu plus âgé que moi, et un qui venait de Monowitz comme moi. Nous étions les 3 camarades ensemble. Et là, on a passé une nuit sur ce terrain vague-là à la Belle Étoile. Et le lendemain matin, ils ont apporté 3 jerrycans comme ça de café qui a été distribué à tout le monde. Et là, tout a été bu et les 3 jerrycans sont restés sur le terrain. Et comme nous étions 3, on a réfléchi, on s'est dit, on va prendre chacun un truc sur le dos et on va passer devant la sentinelle en se courbant bien, comme si on nous avait commandé de le faire. Et c'est ce qu'on a fait. Je dis, ou on va prendre un coup, ou ça va passer. Et en effet, la sentinelle nous a laissé passer. Et on est retourné comme ça dans le camp de Buchenwald, où on a commencé à taper à tous les blocs. D'abord les Français, et quand on tapait, on est 3, laissez-nous rentrer. Oh non, 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 on est en surnombre, on est en surnombre. Après, on a tapé un autre bloc, un autre, et on a passé comme ça partout, et partout c'était en surnombre, c'était peut-être vrai, enfin. Et nous, on se retrouvait tous les 3 dans les allées, entourés de barbelés, avec les miradors. Pas question de se balader la nuit dans les allées. Il y avait les projecteurs qui éclairaient tout le camp, et dans chaque mirador, il y avait un soldat avec une mitraillette ou un fusil. Enfin, on ne les regardait pas de près. Hein. Et là, on s'est dit, on ne peut pas rester dehors. Et on a décidé, on va aller où étaient les Russes, dans ces blocs en dur. Et comme ils sont partis aussi, on va se mettre là-dedans. Et on a été là-dedans. Et on a réussi tant bien que mal à grimper dans un grenier. On pensait être que tous les 3, et en fin de compte, il y avait déjà peut-être 15 ou 20 qui étaient là aussi, qui s'étaient cachés. On a passé une nuit couchés sur des lits, et le lendemain matin, on était contents, on dit bon, ben ça va. Le lendemain matin, les Allemands ont dû le savoir, je ne sais pas quoi, on a été délogés à coups de gourdin, ramenés sur le terrain vague où on était. Et là, on a fait une marche de 2 km, 2 km 5 pour rejoindre un train, où là, c'était aussi des wagons ouverts, comme ça. Avec chaque wagon, au bout, il y avait une guérite avec un soldat allemand dans chaque guérite qui supervisait tout l'intérieur du wagon. On voyageait de nuit. Pendant la journée, c'était les convois de soldats allemands qui circulaient. Et là, dans la journée,
on pouvait descendre sur le bas-côté de la voie ferrée et les sentinelles allemandes des wagons qui nous surveillaient. Et là, c'était surtout les Russes qui arrachaient de l'herbe, des pissenlits, enfin ce qu'ils trouvaient, arrivaient à faire des foyers, faire cuire ça. Et on est parti comme ça dans les premiers jours du mois d'avril, et on a fait le plus long convoi d'évacuation des camps, c'est ce voyage-là, et on a fini comme ça par arriver à Theresienstadt, en Tchécoslovaquie, où là, le train s'est arrêté, on nous a fait descendre des wagons, et les sentinelles allemandes, là, des wagons, marchaient à côté de nous, et la colonne, comme ça, a remonté, à la gauche du train, comme ça, remonté, jusqu'au camp de Theresienstadt. Et là, on a appris qu'on était le 8 mai 1945, que la guerre était finie, que c'était l'armistice. Et moi, le fait, le 8 mai 1945, tout de suite, ça m'a frappé, parce que c'était le jour de mon anniversaire, je venais d'avoir 15 ans, et le fait d'être libre, que la guerre était finie, et enfin, j'ai commencé à pleurer, c'était plus fort que moi, j'arrêtais pas de pleurer. Et là, mes deux camarades m'ont, pour dire vulgairement, engueulé en disant « Mais écoute, c'est fini, on va rentrer, et toi tu pleures ». Et moi, c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Et là, on est rentré à l'intérieur de ces bâtiments-là, à étage, et là, je me suis écroulé contre une paroi. Les Russes ont commencé à arracher le parquet, ont ouvert des wagons le long de la voie ferrée, ont tiré de la farine, ont réussi à faire des soupes, enfin. Et moi, j'étais toujours affalé contre le mur, prostré complètement, les yeux fermés, vraiment dans un état second. 2 jours après, il y a eu les chars russes qui sont arrivés. Ils faisaient la hauteur d'un étage. Et tout le monde s'est précipité aux fenêtres pour regarder les Russes arriver. Et moi, j'étais toujours contre ma paroi, là, adossée. Et là, quand les Russes sont arrivés, on est passé devant eux, enfin devant un, qui demandait notre nom et de quel pays on était, et qui faisait des listes. Ensuite, on m'a transporté dans un hôpital de campagne, en toile, comme ça, des lits individuels. Des déportés, certains se sont jetés sur la nourriture. Et quand vous êtes affamé, que vous avez l'estomac qui reste rétréci, si d'un seul coup vous mangez trop, l'estomac se retourne. Et il y a eu des déportés libérés, mais qui sont morts de s'être précipités sur la nourriture. Et là, je suis resté quelque temps chez les Russes. Ils nous ont lavés, ils nous ont dépouillés, enfin, retiré tous les poux, tous les vêtements qu'on avait. Ensuite, j'ai été transféré chez les Américains et j'ai été rapatrié par avion sanitaire, enfin sur des brancards, jusqu'à Paris, Villacoublay d'abord, et l'hôpital Bichat, où là, vu mon état, on m'a collé dans une chambre seule, alors que l'hôpital était surchargé de prisonniers d'hier, de déportés. Tous les couloirs, il y avait des lits. Et vu mon état, on a commencé à me faire des perfusions. Et ensuite, je me rendais compte de rien, j'étais toujours prostré, les yeux fermés. Et quand on est arrivé à Villacoublay, il y avait des femmes de la Croix-Rouge qui demandaient notre nom, qui demandaient si on avait quelqu'un à prévenir. Et il y avait une sœur à ma mère qui était restée toute la guerre à Paris. J'ai donné son nom, son adresse, et elle a été prévenue de mon retour. Et les visites dans les hôpitaux, c'est l'après-midi. Un après-midi, elle est venue, elle est rentrée dans la chambre, elle est restée, moi j'ai toujours les yeux fermés et tout. Elle m'a regardé quelques secondes, elle a fichu le camp, tellement elle a été effrayée. Et le lendemain après-midi,
elle est revenue avec ma mère. Elle est revenue avec ma mère et elles ont parlé entre elles. J'ai reconnu la voix de ma mère, donc j'ai compris qu'elle était revenue. Et tout le temps de la déportation, j'étais sûr et certain que ma mère, on avait 20 ans de différence avec ma mère, que ma mère allait rentrer. Elle était vive, elle était sportive, et j'étais sûr et certain, c'est ce qui m'a permis de tenir en disant, il faut que je tienne, je retrouverai mon frère, je retrouverai ma mère. Et là, j'ai reconnu sa voix, et j'ai compris qu'elle était revenue. Et en effet, tous les après-midi, elle venait, s'asseyait à côté de moi, j'ouvrais toujours pas les yeux, je parlais toujours pas. Elle passait l'après-midi auprès de moi, et comme ça, jusqu'à un moment où les médecins ont décidé de m'amener et de me faire un électrochoc. Et là, je me suis retrouvé dans cette pièce toute capitonnée. Dans cette pièce toute capitonnée, j'étais tout seul, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu ça, j'ai dit, je veux pas qu'on me fasse ça. Et j'ai attendu l'après-midi. Et là, ma mère est venue comme d'habitude, elle est rentrée dans la chambre 15 où j'étais, et elle a vu le lit refait, vide, mais tout rangé, tout propre. Elle s'est dit, ça y est, il est mort pendant la nuit. Elle a couru voir les docteurs qui ont dit, non, 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 on l'a amené à tel endroit, on va risquer d'y faire un électrochoc, on va voir s'il réagit. Et ma mère est venue en courant là, dans la pièce capitonnée où j'étais. Et là, j'ai parlé, j'ai ouvert les yeux, j'ai parlé, j'ai dit, je veux pas qu'on me fasse ça, tu me sors de l'hôpital. Et en effet, elle a couru voir les docteurs, elle a signé le bon de sortie, il ne demandait pas mieux. Et là, on s'est retrouvés dans l'appartement de la sœur de ma mère. Et là, on s'est retrouvés à 7, dans un 2 pièces. Et là, j'étais toujours recroquevillé, toujours les yeux fermés quand même. Et je faisais des cauchemars sans arrêt. Je détrempais le lit, le matelas. Ma mère, qui elle aussi revenait de déportation, pouvait me prendre, me poser sur un autre lit le temps que tout sèche. Et il faut dire que quand je l'ai su par la suite, que quand je suis revenu, je faisais la taille que je fais maintenant, je n'ai pas pris 1 centimètre depuis ma déportation, et que je pesais 16 kilos. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire c'est le poids de mon squelette avec la peau collée dessus. Hein. Voilà. Et là, j'étais toujours recroquevillé. Et il y a eu un kiné, un aveugle, qui après ses consultations dans le cabinet, venait le soir et me massait les jambes, et petit à petit, j'ai pu rallonger les jambes. Après, je m'appuyais sur une chaise pour commencer à marcher. J'ai réappris à marcher et j'ai mis 1 an à récupérer ma santé. Voilà. Si on a encore un petit quart d'heure. Et là, entre-temps, ma mère a fait des procès pour récupérer l'appartement qu'on occupait avant la guerre. Ça a été la même chose pour les magasins qu'on avait. Et quand on est rentré dans l'appartement qui avait été vidé par les Allemands, elle a fait un procès contre une dame qui habitait dedans. Et c'était la maîtresse d'un gradé allemand qui, pas contente d'avoir perdu son procès, a coupé tous les fils électriques au ras des plafonds, ce qui fait qu'on est rentré dans un appartement vide, sans lumière, sans quoi que ce soit. Ma grand-mère, qui était veuve, est venue avec nous dans cet appartement. Et tant bien que mal, on a repris un peu la vie, quoi. Petit à petit, on s'est réinstallé. Ma mère a repris par des procès son magasin. Elle a appris qu'elle était veuve. Elle a été obligée d'aller à Lyon, à la préfecture, où on lui a montré des photos de son mari fusillé pour qu'elle reconnaisse le corps. Et elle a repris le commerce. Moi, j'ai fait le concours d'entrée pour l'école Boulle, où on forme des ébénistes. Et là, j'ai été reçu. Et
peut-être dans cette école, ça m'a fait un bien terrible parce que je me retrouvais avec des jeunes de mon âge, on faisait du sport, on sortait le dimanche ensemble, j'ai même avec un camarade parti en grandes vacances avec et tout. Et l'année que j'ai passée à l'école Boulle, j'ai dit à personne que j'avais été déporté, je voulais rentrer dans la vie normale de tout le monde, et personne n'a su que j'avais été déporté. Et là, l'année où je suis rentré, au lieu de 3 ans, c'est passé à 4 ans. Et quand j'ai vu les difficultés qu'avait ma mère à travailler toute seule, j'ai fait la première année, j'ai quitté l'école Boulle pour travailler avec elle. Et mon frère, quand ma mère a été arrêtée par la Gestapo à Lyon, heureusement, avait mis mon frère, qui lui à l'époque avait 10 ans, chez une voisine, le temps qu'elle ramasse le reste d'affaires qui restait dans l'appartement. Et quand elle a été arrêtée, elle était juste avec une cousine à mon père, qui son mari était prisonnier de guerre, et qui était venue nous rendre visite. Elle était restée 48 heures chez nous. Les 2 femmes ont été arrêtées, amenées à la Gestapo, et là, j'ai pas vu mon frère. Et on était séparés, on s'est retrouvés qu'à Drancy. Et à Drancy, j'ai expliqué à ma mère que mon père était parti travailler sur le mur de l'Atlantique, et j'ai demandé des nouvelles de mon frère. Et elle m'a dit qu'elle l'avait mis chez une voisine, ce qui fait que mon frère n'a pas été arrêté avec ma mère. Autrement, ma mère, avec un enfant de 10 ans, ne serait pas passée devant les Allemands en disant qu'il en avait 16. Ma mère et mon frère auraient été directement à la chambre à gaz et au four crématoire. Ce qui a permis à ma mère, si on veut, ce coup de chance, de pouvoir revenir. Ensuite, je me suis marié. Mes 2 témoins de mariage, ça a été les 2 éclaireurs israélites qui ont été mes témoins de mariage. Le professeur Weiss, par la suite, a été témoigné au procès de Nuremberg avec Marie-Claude Vaillant-Couturier. Et comme ça, on a appris que le professeur Weiss était retourné à Strasbourg. Et ma mère y a fait une lettre en disant que j'étais rentré. Très rapidement, on a reçu un courrier du professeur Weiss qui nous a dit qu'il était content d'abord, et qu'ensuite, quand il aurait l'occasion de venir sur Paris à un congrès ou quelque chose, il nous ferait signe, et c'est ce qui s'est produit. Un jour, on a reçu une lettre qui nous donnait rendez-vous au café le grand café de l'Opéra, place de l'Opéra, là. Et en effet, là, j'ai présenté ma mère au professeur Weiss, qui était content de me voir. Et comme ça, on a, toute sa vie durant, on s'est rencontrés plusieurs fois. Quand je me suis marié, avec ma femme, on a été invités chez le professeur Weiss à Strasbourg. J'ai fait la connaissance de sa fille et de sa femme. Et pendant 8 jours, il m'a promené dans les environs, et dans Strasbourg, et dans les environs, dans les vignobles et tout. Et on est resté de tout son vivant en relation avec eux. Et actuellement, je suis en relation avec leur fille. Et voilà, j'ai 3 enfants, 4 petits-enfants, et depuis 5 ans, j'ai 2 arrière-petits-enfants. Voilà, je vous ai raconté une année de ma vie. On a une minute, je voudrais vous dire que notre convoi, on était 1156 au départ. Quand on est arrivé à Auschwitz, 500 hommes et femmes ont été exterminés tout de suite. Par la suite de la déportation, 400 et quelques sont morts dans le camp. Et ce qui fait qu'à notre tour, on est rentré à peu près 115 femmes et 90 hommes, quelque chose comme ça. Enfin, on est rentré à 200 ou 210 sur 1156 au départ, c'est-à-dire en 10 mois de déportation. Vous voyez un peu voilà, le travail des Allemands. Je vais me permettre une question. Oui.
Quelles sont les personnes qui ont été dirigées vers le Lutetia? Ben, ceux qui sont rentrés, par exemple, ma mère qui est rentrée, elle était de Birkenau, elle est partie à Ravensbrück. Et Ravensbrück, ça a été un des camps où les Allemands, par l'arrivée des Américains, ont fichu carrément le camp. Vous voyez, ils se sont sauvés, ils ont ouvert le camp et les femmes se sont retrouvées sur la route, ils ont traversé des villages et tout. Et ma mère est rentrée dans les premiers jours du mois de mai avec des prisonniers de guerre français. Elle est rentrée en France. Et là, elle a été chez sa sœur, rue Sédaine, à Paris. Et bon, et moi, quand je suis rentré directement par l'hôpital, pas par l'Utecia, hein, alors que mes camarades éclaireurs là, sont passés par l'Utecia et tout. Et moi, bon, je suis passé directement par l'hôpital. Voilà. Merci. Oui. Monsieur Wachman, Oui. d'après ce que vous dites, il semble que même en enfer, il y a des anges. Oui, oui. Oui. Et vous en avez rencontré. Oui, exactement. Ma vie, je la dois au professeur Weiss et à mes deux camarades éclaireurs qui, pendant toute la durée de notre camp à Monowitz, parce qu'après on a été séparés, un est passé à Buchenwald avec moi et l'autre a été sur un autre camp, je ne me rappelle pas lequel. Et c'est eux qui m'ont soutenu tout le temps quand je commençais à perdre espoir et tout. Ils me disaient, écoute, il faut que tu tiennes, tu vas retrouver ton frère, ta mère aura besoin de toi. Enfin bon, ils m'ont encouragé, ils m'ont aidé du mieux possible. Ils m'ont dit, reste propre, tiens-toi bien, enfin, des choses comme ça, quoi. Bon, et la preuve, et puis grâce surtout au professeur Weiss également, quoi. Ça m'a permis de rentrer, quoi. Autrement, je vous dis franchement, je serais resté sur la route au moment de l'évacuation du camp de Monowitz pendant la marche de la mort. Là, j'étais vraiment à bout, complètement. Vous souvenez-vous du poids que vous pesiez un an avant, à 15 ans? Je sais pas. Ouais, j'étais bien. Normal, quoi. Oui, normal, bien nourri. Je vous dis, les premiers temps dans le camp, je mangeais pas tellement ça me dégoûtait. Mais petit à petit, je mangeais comme tout le monde. Oui, oui. Est-ce que quand vous parlez de la longue marche de Oui. quand Oui. Monowitz a été évacué, Oui. je suis à l'arrivée des Russes, quand les Russes commencent à arriver, j'imagine que ça a été concomitant d'évacuation de Birkenau. Ou est-ce que ça n'a pas été en même temps? Oui, ma mère qui était à Birkenau a fait aussi la marche. C'était au même Bon, moment? voilà. Ah oui, oui. Ah oui, tous les camps de Auschwitz ont été évacués. Et alors ça a été plusieurs marches, Oui, oui, oui. donc vous vous êtes retrouvés finalement dans la même longue marche de la mort avec Simone Veil. Oui, si vous voulez, oui, c'est ça. Bon, est-ce qu'ils ont pris la même route, les femmes? Je ne sais pas. Hein? Votre mère est allée sur Buchenwald? Sur Ravensbrück, sur Ravensbrück. Et pour dire, elle a fait exactement la même chose, sauf elle a été libérée beaucoup plus vite que moi, qui suis retrouvé en Tchécoslovaquie à Theresienstadt. Voilà. Ouais. Bon, et puis... Si vous permettez, messieurs, dames, nous allons descendre. On continuera à poser des questions à notre enfin, on est très admiratif de ce courage et de, je ne sais pas, si j'aurais pu supporter la déportation. Parce que c'est peu de choses. Vous savez, on a, bon, pas moi spécialement, mais on a tous un instinct de conservation. Hein. On peut être dans des situations terribles et on cherche à survivre, on cherche à tenir pour une raison, pour une autre. C'est instinctif, hein, c'est un peu, bon, pour avoir la chance. On a eu un camarade, parce que quand on se retrouvait le soir, pendant une heure, là,
on se retrouvait le groupe, on avait formé le groupe des Lyonnais, c'est-à-dire tous ceux qui étaient arrivés de Montluc. Et on a eu un camarade, bien, qui lui, dans le camp, la façon de se suicider, c'était de se jeter sur les barbelés qui entouraient le camp, qui étaient électrifiés. Soit ils étaient tués par la sentinelle qui était dans le Mirador, soit ils étaient brûlés sur les barbelés électrifiés. Et ce camarade-là s'est suicidé comme ça quelques jours avant de l'évacuation du camp. Mes deux camarades ont été, il n'est pas mort sur le coup, mes deux camarades ont été le voir, je voulais aller le voir, ils m'ont dit non, toi tu y vas pas, c'est pas la peine. Et en fin de compte, quand le camp a été évacué, tout le monde était persuadé que l'hôpital serait détruit. Et à l'intérieur de l'hôpital, il y avait Primo Levi, je ne sais pas si vous avez entendu. Il s'est suicidé, madame. Oui, après, mais il était également à l'hôpital. Et en fin de compte, quand le camp a été évacué, le camp est resté tel quel. Et mon camarade qui s'était électrocuté, en fin de compte, est mort quelques jours après, mais en fin de compte, il est mort libre parce que le camp avait été libéré et Primo Levi a pris la route pour regagner l'Italie. Mais pour dire, et après la guerre, le camp de Monowitz a été complètement détruit. Complètement, c'est redevenu des terrains agricoles. Et la seule chose, ils ont mis une stèle en marquant à cet endroit-là, il y a eu 9000 déportés, patati patata. L'usine, elle n'a jamais arrêté de tourner, elle continue même actuellement. Elle ne fabrique plus du gaz Zyklon 3, mais elle continue à produire. Alors, la vérité, ma mère n'a jamais voulu retourner à Birkenau. Il y a eu des voyages de fait pour Auschwitz et tout. Elle n'a jamais voulu y retourner. Moi non plus, du fait que Auschwitz, moi je l'ai juste traversé pour prendre la route et arriver à Monowitz. Et comme je savais que Monowitz, ça n'existait plus, j'ai dit c'est pas la peine. Et en fin de compte, l'année dernière, j'ai accompagné par l'Union des déportés d'Auschwitz, on est de moins en moins, et là on m'a demandé d'accompagner un groupe d'étudiants à Auschwitz, et ce qui fait que j'ai accompagné le groupe, on partait à 4 h du matin, et on rentrait le soir à 11 h du soir, et on a visité tout le camp d'Auschwitz, toutes les salles où on voit une immensité de nattes, de cheveux qui étaient récupérés. Ils faisaient de la laine, ils faisaient des vêtements avec ça. Après, il y avait une autre salle remplie de lunettes, une autre salle remplie de chaussures, des chaussures d'enfants, des chaussures de femmes, enfin, voilà. Et on visite tout ce camp d'Auschwitz. Et Birkenau, où il reste encore quelques baraques, parce que les 3/4 ont été déjà, c'était des baraques en bois qui ont pourri, que les Polonais ont laissé pourrir, ils n'ont pas entretenu. Et voilà, alors bon, ça je l'ai fait une fois, et normalement il y a un voyage qui doit se passer dans quelques jours. Là j'ai dit, moi je ne peux pas y aller parce que j'ai eu un problème avec une jambe, enfin bref, j'ai dit non, là j'ai refusé parce que c'est trop fatigant, trop pénible. Il faut savoir aussi que monsieur le grand rabbin de France va tous les ans accompagner justement des scolaires en Pologne. Pour accompagner avec monsieur, comment il s'appelle, il y en a d'autres, des déportés qui l'accompagnent, Oui. mais c'est régulier parce que il faut pas, on ne pense pas que la mémoire est faiblie, parce que ces messieurs malheureusement vieillissent comme nous, et qu'après nous, il n'y aura plus personne. Et quand tu as la montée, comme nous voyons en ce moment, du racisme et de l'antisémitisme, et je dis du racisme, c'est quelle que soit la confession, parce qu'aujourd'hui c'est les juifs, demain c'est les arabes, puisqu'on en a tué pas mal. Ils ont démonté dans certains pays, ils ont cassé les églises, etc. Et ça, il faut être vigilant et essayer de transmettre justement
tout ce savoir de ce monsieur, le transmettre à vos enfants. Voilà. Alors si vous permettez, on va descendre et on continuera, en prenant l'apéritif, on continuera à embêter notre invité. Ça vous va comme ça, jeune homme? Oui, oui. En tout cas, merci. Hein. Merci beaucoup. Merci.